Le dernier volet de la conférence, ça concerne le développement durable, puisque c'est le thème donc, de la semaine du développement durable. Alors qu'est-ce que le développement durable? Avec la spiruline, on est vraiment dedans. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une culture qui préserve vraiment les ressources naturelles de manière tout à fait spectaculaire. Tout d'abord, c'est une culture qui se passe dans l'eau, mais qui consomme en fait extrêmement peu d'eau, puisque l'eau, la plupart du temps, est recyclée et réutilisée dans les bassins. Donc, sur une consommation d'eau, une installation comme la mienne, on va consommer entre 4 et 600 mètres cubes par an, ce qui représente à peu près la consommation d'une famille de 4 à 5 personnes qui vit avec une villa et qui a un petit potager. Donc, ce n'est pas du tout une consommation industrielle, loin de là. Pour donner une comparaison de la consommation d'eau par rapport, par exemple, à la production de viande bovine, pour ne parler que des protéines, par exemple, par rapport au nombre de kilos de protéines produits par la spiruline par rapport à la production de la viande, la spiruline va consommer 50 fois moins d'eau que la production de protéines à partir de la viande bovine. 50 fois moins. C'est considérable. Un deuxième aspect qui est extraordinaire, c'est le rendement en protéines. Ce qu'on a vu, c'est que la spiruline, on va la récolter au fil du temps, pratiquement toute l'année. Alors qu'une vache, on va l'élever et puis la tuer au bout de 4 ou 5 ans, donc c'est assez différent déjà. Et en termes de rendement en protéines, on a un rendement par unité de surface qui est de l'ordre de 25 tonnes de protéines par hectare et par an. 25 000 kg de protéines par hectare et par an, là où la viande bovine va produire 160 kg de protéines par hectare et par an. La différence est de 300 fois supérieure pour la spiruline par rapport à la viande bovine. On n'utilise pas de tracteur ni de machines agricoles, donc pas de consommation de carburant, de gasoil ou d'hydrocarbures. On n'utilise pas de pesticides, d'antibiotiques, de conservateurs ou de produits toxiques pour l'environnement ou la santé humaine. Et on n'a pas besoin de sol fertile. La spiruline ne nécessite pas d'aller défricher les forêts tropicales ou de se faire à la place d'autres cultures vivrières. On peut très bien poser des bassins de spiruline sur des zones rocailleuses, voire désertiques, parce qu'on n'utilise absolument pas de sol, c'est simplement l'exposition au soleil qui va être intéressante dans la spiruline. Également, j'en parlais tout à l'heure, on a avec la spiruline une utilisation du CO2 atmosphérique, on appelle ça, la spiruline, un piège à carbone en fait, c'est-à-dire qu'elle va capter le CO2 de l'air pour se développer, et donc c'est aussi un avantage quelque part dans cette idée de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Également, la spiruline, sa culture est très peu consommatrice d'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir une production qui ne nécessite pas de dépenser beaucoup d'énergie pour la faire. Pour donner un exemple, aujourd'hui, pour faire 1 kg de viande, il faut à peu près 8 litres de pétrole. D'accord? Donc ça va bien qu'il y a du pétrole pas cher aujourd'hui. Quand il n'y aura plus de pétrole, il faudra se poser des questions. Avec la spiruline, on a une très faible consommation d'énergie. Il y a des études qui ont été faites, là, qui sont dans les livres que j'ai amenés là, qui montrent donc que par unité de protéines, pour prendre toujours cette base, on va consommer 120 fois moins d'énergie par kilo de protéines que la production de viande bovine. 120 fois moins d'énergie consommée. Également, on peut utiliser donc des énergies renouvelables, puisque la plupart des systèmes de production sont liés à des moteurs électriques simplement. Les moteurs d'agitation, les moteurs de ventilation pour les séchoirs, les pompes de récolte, tout ça c'est des matériels électriques. Donc il est tout à fait possible d'utiliser des panneaux solaires, c'est le cas dans notre installation, on a à peu près 25 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques qui fournissent l'électricité nécessaire pour l'installation. On a des installations de production de spiruline aujourd'hui, notamment en France, qui sont totalement autonomes sur panneaux solaires. Nous, dans notre cas, quand on a un déficit d'électricité, eh bien, on achète de l'énergie 100% renouvelable chez un fournisseur qui s'appelle Enercop, qui est une coopérative de production d'énergie 100% renouvelable, à laquelle chacun peut adhérer sans être cultivateur de spiruline. En tant que particulier, en tant qu'entreprise, tout le monde peut adhérer à Enercop, qui s'engage à fournir donc, de l'électricité 100% renouvelable. Donc il n'y a aucune électricité nucléaire sur notre installation. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Enfin, au niveau du développement rural, puisque le développement durable, c'est aussi le développement d'activités économiques, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi générer des activités génératrices de revenus et maintenir notamment des emplois et des activités dans les zones rurales. Eh bien, on a pu constater en France le développement de ces micro-fermes, c'est-à-dire des fermes à taille familiale, on va dire, de spiruline. Je disais tout à l'heure, on est passé de 4 à plus de 120 producteurs maintenant
On en découvre encore tous les jours d'ailleurs, des producteurs qui s'installent dans la spiruline. Tout simplement parce qu'on a réussi à mettre en place un modèle technico-économique qui est viable, hein, qui est basé sur une production locale avec une distribution en vente directe qui permet d'optimiser financièrement le fonctionnement de l'installation. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui permet d'avoir une bonne rentabilité et la possibilité de vivre de cette activité. Également, la mise en place ne nécessite pas des investissements extrêmement élevés, puisqu'on a des structures de production qui sont peu consommatrices d'espace déjà, et qui ne nécessitent pas des investissements très très importants. Quelques dizaines de milliers d'euros peuvent permettre de commencer à faire de la spiruline, contrairement à des productions où il faut des hectares de terrain, du matériel, des tracteurs, des choses comme ça. Donc on est sur quelque chose qui est relativement accessible pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. La viabilité financière donc, est possible, et enfin on a la chance d'avoir un métier qui est passionnant et qui est valorisant parce qu'en fait on a les retours de tous nos consommateurs qui se réjouissent de la consommation de spiruline et qui nous témoignent quasiment tous les jours des bienfaits qu'ils ressentent, et pour nous c'est vraiment quelque chose de formidable. Sur un autre aspect, au-delà de la France, eh bien, la spiruline aussi s'inscrit dans un monde de solidarité, de partage et d'échange, hein, puisque on a parlé de la spiruline plutôt au niveau nutritionnel sur des problématiques occidentales, mais dans les cas de pays en développement, il y a de la malnutrition aussi qui existe, et la spiruline est une réponse, parmi d'autres, mais une réponse très pertinente aux problèmes de malnutrition. Et donc il y a régulièrement des colloques internationaux qui se font, donc, essentiellement en Afrique, de façon à partager les connaissances et de façon à stimuler le développement donc, de cette culture, en espérant qu'elle va se développer rapidement. Malheureusement, il y a un très faible soutien de la part des autorités sur le développement de cette culture. C'est un véritable problème. On ne va pas discuter des raisons de ça aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait anormal, c'est-à-dire qu'on a une culture qui est extrêmement respectueuse de l'environnement, peu consommatrice de ressources, qui permet de produire un aliment extraordinaire au niveau de la santé, et on se rend compte qu'on a de grandes difficultés à le développer, donc ça c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui c'est plutôt par les échanges techniques et les partenariats entre producteurs qu'on arrive à faire avancer les choses jusqu'à présent. Petit cas donc, pour voir un peu la différence d'une petite production de spiruline au Togo, que je connais bien, chez mon ami Tona. On voit ici les bassins, ce sont des tout petits bassins en béton. Ici l'agitation se fait simplement avec une petite rame, hein, de façon à éviter d'avoir des moteurs électriques qui peuvent tomber en panne. Donc on est sur vraiment une production extrêmement simplifiée, mais qui permet quand même malgré tout de récolter de la spiruline, qui dans ce cas est mangée fraîche sur place et est distribuée localement aux villageois avec des résultats très intéressants. Tout ça pour montrer qu'on peut faire des petites productions efficaces, même avec des moyens simples. Donc aujourd'hui Tona, en 2014, là maintenant, a eu le soutien d'une ONG qui s'appelle Antena Technologies, et il a pu développer son activité. Maintenant, il est à la tête d'une installation qui fait plus de 500 mètres carrés de bassin, alors qu'au départ, il est parti de quelques mètres carrés. Donc c'est une belle réussite que je suis content d'évoquer aujourd'hui. En conclusion donc, de la conférence, je vais reprendre en fait des extraits de conclusions de thèses de pharmacie qui ont été faites il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça veut tout dire. Donc cette thèse donc, de 2007, en 2005, la NASA a calculé qu'1 kg de spiruline était équivalente à 1 tonne de fruits et légumes sur le plan des apports alimentaires. 1 kg de spiruline équivaut à 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg sur les aspects alimentaires. C'est quand même assez extraordinaire, on va en parler. Ça c'est dans une thèse de pharmacie. La spiruline se présente comme une algue microscopique aux multiples facettes qui rend à l'heure actuelle des services à l'homme sur le plan nutritionnel et offre de nombreuses perspectives d'avenir dans le domaine thérapeutique. Donc là c'était plus ciblé sur l'aspect thérapeutique et médicinal. On pourrait ajouter aussi dans le domaine du développement rural puisque on peut multiplier les cultures. Deuxième conclusion d'une autre thèse faite en 2008 par M. Sguera, le terme d'aliment fonctionnel peut être employé à juste titre pour la spiruline, tant le nombre et la qualité des études scientifiques portant sur la spiruline donc attestent de sa réelle valeur nutritionnelle et de certains de ses effets thérapeutiques. La spiruline apparaît comme l'aliment santé de demain. Donc là, ce sont des gens qu'on peut considérer comme sérieux, hein, c'est-à-dire des gens qui ont présenté des thèses de pharmacie. Mais voilà les conclusions auxquelles ils arrivent, donc je ne suis pas le seul à partager cet avis. Beaucoup de gens retombent sur le fait que la spiruline est vraiment une culture d'avenir. Et j'allais dire pour conclure, c'est une belle aventure, vous pouvez tous y participer en faisant connaître la spiruline autour de vous,
en consommant également de la spiruline vous-même, hein. Le mieux c'est de s'apercevoir des bienfaits sur soi pour en parler, en choisissant de préférence les petits producteurs, en tout cas les productions artisanales, et de préférence en essayant de trouver des producteurs près de chez vous pour favoriser le développement local autour de chez vous, en tout cas avec le moins d'intermédiaires possible. Pour changer le monde, il faut commencer par changer soi-même, hein. Je crois que c'est Gandhi qui disait ça, et j'en profite pour faire la pub pour le mouvement des Colibris, qui est un mouvement citoyen qui, autour de Pierre Rabhi, développe des initiatives citoyennes visant justement à reprendre en main les choses au niveau des citoyens, à aller vers un modèle économique différent de la croissance à tout prix, se diriger vers ce qu'on appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire consommer moins, mais pour avoir les vraies choses utiles qui ne s'achètent pas, c'est-à-dire la santé, la joie, le bonheur d'être ensemble. Donc tout ce travail, il est en train de se structurer autour d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des Colibris. Vous pouvez aller le découvrir sur Internet, c'est extrêmement intéressant. C'est concret, c'est des actions qu'on peut faire tous dans la vie quotidienne. On n'est pas dans un combat contre des choses inaccessibles. On peut faire chacun des petits changements. La spiruline, c'était un exemple, il y en a plein d'autres, hein, dans d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation en général, dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine de la démocratie, dans plein de domaines, dans le domaine économique. Donc j'en profite pour en parler. Et puis maintenant, j'ouvre la place aux questions-réponses. Sachant que vous pouvez trouver des informations plus complètes sur notre site spirulinedeprovence.fr et sur le blog que nous avons mis en place qui s'appelle Planète Spiruline, qui a pour objectif justement de répercuter, de diffuser des informations pertinentes sur la spiruline. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.